Bonjour, bienvenue dans l'épisode 26 de Dessine-moi un divan, le podcast pour penser la psychanalyse autrement. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, et je vous propose aujourd'hui de continuer à parler des secrets, énigmes, mythes et légendes familiales. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer les conséquences des secrets et énigmes familiales. On va en évoquer quelques-unes qui vont m'amener à vous parler de biologie, du Père Noël et de quelques exemples concrets. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ? L'aventure nous attend ? C'est parti ! Du coup, comme on dit aujourd'hui, comme s'il n'existait pas d'autre locution adverbiale, c'est-à-dire un adverbe en plusieurs mots, exprimant la conséquence, je disais, tous ces secrets et énigmes familiales ne sont pas sans conséquences, justement. D'ailleurs, sinon, je ne serais pas en train de faire ce podcast et je ferais un autre boulot car on aurait beaucoup moins de choses à raconter, toutes et tous autant qu'on est. Quel paradoxe que de faire un métier pour changer un monde qui ne changera probablement pas tant que ça. Et pourtant, à l'échelle d'une vie humaine, c'est tellement beau ce qui peut se passer, dans tous les sens du terme, dans une psychanalyse. Mais je m'égare. Bon, je ne vous ai pas promis un épisode lyrique sur la beauté de mon métier, mais un épisode sur les conséquences des secrets et énigmes familiales. Parlons d'abord des conséquences biologiques. Pas d'histoire sans corps, et donc pas d'histoire sans un peu de biologie. En effet, certaines études montrent que les gamètes sont altérés par des traumatismes bien avant la conception des bébés, qui se retrouvent alors d'une certaine manière, en partie, marqués génétiquement par les traumatismes de leurs parents. Cela a notamment été mis en évidence par des recherches menées sur des bébés qui étaient dans l'utérus de leur mère au moment des attentats du 11 septembre 2001. Les enfants dont les parents ont vécu ou assisté à des événements traumatiques, abus sexuels, maltraitance, violences physiques, verbales, attentats, etc., et ça fait du monde, portent des traces biologiques de ces événements-là. Le magazine Cerveau et Psycho, si ça vous intéresse, a diffusé plusieurs articles et de posts Instagram sur le sujet, que je vous laisse consulter pour les détails pratiques. Les recherches sur la question se poursuivent, et c'est intéressant de constater que les traumatismes laissent des traces jusque dans notre constitution biologique. Ces traces, à elles seules, n'expliquent pas tout, mais montrent qu'il y a une réalité biologique là-dedans. Mais non, elles n'expliquent pas tout, car ce sont surtout les relations fondatrices d'une enfant ou d'un enfant, les événements qu'elle va vivre et ce que son environnement va en faire qui vont avoir des conséquences. Et aussi parce qu'un parent qui a été traumatisé et vivra toujours plus ou moins les conséquences dues au traumatisme vécu, ne transmettra pas nécessairement son histoire de manière traumatique. Et oui, bien que le parent transmettra dans tous les cas son histoire par bribes, quoi qu'il arrive, qu'elle le veuille ou non, cela ne va pas de soi que ça affectera durablement son enfant. En fait, ça dépend de comment cette histoire va être transmise. Et là, je ne fais pas référence à la biologie, qui joue seulement sur une petite partie de la musique. Je parle des attitudes, des comportements, des gestes, des mots, parce que c'est là qu'on transmet. Or, en fonction de la manière dont un parent aura pu métaboliser, intégrer et travailler ses traumas et problématiques diverses et variées, en fonction de son environnement de vie, de son entourage, etc., et elle ne transmettra pas les choses de la même manière. Et elle les transmettra plus ou moins consciemment, avec plus ou moins de conséquences pour l'enfant, dans la manière qu'elle aura de s'occuper de lui ou elle, et d'elle-même. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera jamais sans conséquence, qu'elle soit plus ou moins heureuse, plus ou moins facile à vivre, plus ou moins traumatisante. Et il reviendra à l'enfant d'en faire ce qu'elle peut et ce qu'elle veut, en fonction de son environnement de vie, de son entourage, de ce qui lui arrive, etc., à chaque moment de sa vie. Bref, on ne maîtrise jamais complètement la manière dont on transmet son histoire, ça c'est clair, même quand on est psy et qu'on connaît un peu les rouages de la chose. Parlons maintenant du clivage. Une autre conséquence systématique pour celle et celui qui porte le secret, c'est ce qu'on appelle le clivage. Dans son ouvrage Psychanalyse et judaïsme, Daniel Sibony nous dit « Les rescapés des camps nazis qui n'ont rien voulu transmettre de leur histoire, juive, à leurs enfants, leur ont transmis dans ce rien le plus tenace de la question, un trou du nom, une béance du symbolique. Pour leur épargner ça, ils les ont coupés des fibres de la transmission juive, des images dont un nom vient se nourrir, s'enivrer et s'abêtir. Ils ne leur ont laissé qu'un nom sans contenu, le mot juif qui fait trou, et qui de ce fait a la violence d'une chose sur laquelle on trébuche, sans savoir ce qui arrive.
La violence de leur refoulement a propulsé leurs rejetons. Ils n'ont transmis qu'un mot vide ou résonance suspecte. Et pour en arriver là, il faut bien qu'il y ait clivage. Or, entendons-nous bien, le clivage est un mécanisme de survie. On pourrait en douter parce qu'on est capable des pires atrocités imaginables et inimaginables, comme des plus grandes merveilles. Mais on est bien fichus quand même les êtres humains, car on est câblés pour la survie. Les stratégies qu'on emploie pour protéger notre psychisme, si coûteuses et parfois effroyablement néfastes soient-elles, pour nous-mêmes et pour les autres, n'en sont pas moins cela, des stratégies de survie. Pour reprendre l'exemple des personnes ayant survécu à un génocide, continuer d'y survivre psychiquement par la suite pourra passer par tout dire ou presque, si tant est que ça soit possible, ou tout taire ou presque, parce que c'est jamais possible, et surtout plein de choses entre ces deux extrémités. Pourquoi une stratégie plutôt qu'une autre ? Cela va dépendre de chaque personne, de chaque histoire, en fonction d'éléments multiples et complexes. Lors d'un événement traumatique, le clivage qui se produit est plus ou moins conscient par la suite. Certains secrets sont clivés, c'est-à-dire que la personne a mis dans un coin ce qui lui est arrivé et ne s'en souvient pas consciemment. D'autres sont clivés, mis de côté par choix. Et bien souvent, il y a aussi un mix des deux. Le problème, c'est que, quel que soit le mode du clivage, les secrets se manifestent, ils s'expriment de différentes manières. Celles et ceux qui ne veulent pas en parlent en fait bien plus souvent qu'ils ne le pensent. Ne pas communiquer est impossible. Par conséquent, ne pas communiquer sur la présence d'un secret est impossible. Quand les parents ont des secrets, les enfants notamment, perçoivent bien qu'il y a quelque chose là, puisque leurs parents ont des attitudes étranges, incompréhensibles, même si c'est très subtil. Et elles perçoivent que quelque chose cloche, mais ne savent pas quoi. Une énigme leur est posée, et ils doivent se débrouiller avec. Et il faut du monde pour faire tenir un secret, car il n'y a pas que les enfants qui peuvent percevoir que quelque chose ne va pas. Si vous avez écouté encore une fois les épisodes sur les abus sexuels, vous voyez certainement ce que je veux dire. Et si vous avez écouté l'épisode précédent, vous vous doutez bien que tous ces secrets et énigmes familiales ne sont pas sans conséquences. Notamment parce que, pour citer à nouveau Tisseron, le parent traumatisé transmet, à son insu, l'apprentissage du danger permanent et plonge ses enfants dans un climat d'angoisse qui favorise la mise en place de formes d'attachement marquées par l'insécurité. Pour celles et ceux que la théorie de l'attachement intéresse, je vous en fais un bref résumé. Elle nous vient d'un psychiatre et psychanalyste britannique, John Bowlby, qui a développé cette proposition, cette théorie, à la fin des années 50. En travaillant avec des enfants et des ados, il a mis en lumière que l'enfant, pour sa survie, encore une fois, pas qu'alimentaire, mais affective, sociale, etc., s'attache à la personne qui s'occupe de lui. L'enfant aura alors une figure d'attachement principale et quelques figures d'attachement secondaires. En fonction des relations que la figure d'attachement principale et les figures d'attachement secondaires vont tisser avec l'enfant, elle va se sentir plus ou moins en sécurité affective, émotionnelle, matérielle, physique, etc. Et ces relations, que j'appelle fondatrices, car elles sont au fondement de notre vie, et donc de nos manières d'entrer en relation et de tisser des relations humaines, vont évidemment avoir beaucoup d'influence sur celles à venir. Au sujet des modes d'attachement, Tisseron dit d'ailleurs « Tout se passe comme s'il existait une transmission du mode d'attachement. » Et ici, ce mot de transmission est parfaitement adapté. Je dirais même plus, comme dirait Dupont, notamment quand il s'agit de la figure d'attachement principale. Pour voir en détail les propositions de Bowlby, ses successeurs et successeuses à ce sujet, vous trouverez tout ce qu'il faut dans des livres, des sites, des podcasts, etc. Et je vous fais confiance pour dénicher ce dont vous avez besoin. Parlons maintenant du Père Noël. Alors quel rapport avec les secrets et énigmes familiales, me direz-vous ? Eh bien vous allez voir. Comme le dit Tisseron, encore une fois, tout secret est toujours menacé par sa divulgation. Des règles se mettent donc en place pour éviter qu'il soit abordé et découvert. Mettre en place un secret, ce n'est pas seulement décider qu'un savoir est interdit de transmission, c'est aussi mettre en place des règles destinées à obliger les autres à respecter cet interdit. Ces règles perturbent l'équilibre du système, son homéostasie, en entraînant rapidement dans leur sillage des contraintes de plus en plus nombreuses, de telle façon que le système devient de plus en plus rigide. L'homéostasie, pour info, désigne grosso modo la stabilité d'un système, qu'il soit biologique, votre corps et ses fonctions vitales par exemple, ou social, la famille ou les familles dans lesquelles vous évoluez. Prenons l'exemple du Père Noël pour illustrer la façon dont on s'enfonce dans un mensonge, car le mécanisme pour faire tenir un secret par celui ou celle qui le porte, qu'il soit plus ou moins mis en place consciemment, est le même que pour faire tenir un mensonge.
Certains parents choisissent de raconter aux enfants qu'un barbu bedonnant distribue des cadeaux à tous les enfants de la Terre quelque part entre le soir du 24 décembre et le matin du 25. Parmi eux, certains expliquent aux enfants que c'est une légende, qu'on peut faire comme si, qu'en réalité ce sont les adultes qui font les cadeaux. On n'est plus vraiment alors dans un mensonge, puisque les enfants sont au courant et qu'ils peuvent choisir ou non d'y croire. Ils peuvent choisir de faire comme si, ou pour de faux, si vous préférez. Parmi les parents qui choisissent d'avoir recours au Père Noël, il y a ceux qui l'érigent en fait réel et ne mettent pas leurs enfants dans la confidence de l'histoire. Or, vous l'aurez remarqué, les enfants sont loin d'être idiots. Et ils vont, au fil des années, relever tout un tas d'incongruités, de manque de logique, car ils raisonnent, et voient bien que cette histoire ne tient pas debout. Mais elles font confiance à celles et ceux qui leur apprennent par ailleurs qu'il ne faut pas mentir, et qui n'ont donc aucune raison de leur mentir. Vous voyez où est le problème là ? Bref, quand un enfant va dire « Mais je comprends pas, le Père Noël qu'on a croisé au marché de Noël, il ne ressemblait pas du tout à celui qui est venu à l'école », eh bien les parents vont couvrir leur mensonge avec un autre. Technique bien connue. Une autre enfant va dire « Mais on est quand même très nombreux sur Terre. Quand est-ce qu'il a le temps de distribuer, enfin comment il fait pour distribuer tous les cadeaux à tout le monde en quelques heures ?» Et les parents vont couvrir leur mensonge avec un autre, etc., etc. Et pour avoir vu un paquet de parents continuer à couvrir ce mensonge avec des explications toutes plus ou moins bancales les unes que les autres, et ce faisant avec des gestes, des attitudes, des mots qui trahissent leur malaise, j'ai vu aussi un paquet d'enfants décider de continuer de croire leurs parents, qui, c'est bien connu, ne mentent pas, puisqu'il ne faut pas mentir. Vous voyez où est le problème là ? Bref, ça n'a l'air de rien, et l'un des arguments est qu'il paraît que c'est pour la magie de Noël. Ah, bon, la magie et le mensonge vont de pair. Ok, chacun sa définition de la magie, on va dire. Ça n'a l'air de rien, pourtant ça a des conséquences importantes, ce genre de mensonge. En effet, cela apprend aux enfants à ne pas prêter attention à leur perception, à tout ce qu'elles ont perçu qui était douteux dans les mots et l'attitude de leurs parents, et à ignorer ce sentiment intérieur, cette petite voix avec laquelle elles se disent « il y a un truc qui ne tourne pas rond ». Ça leur apprend aussi que mentir c'est ok, puisque les parents mentent. Ça leur apprend aussi à couvrir un mensonge avec plus de mensonges encore, puisque les enfants apprennent en regardant faire les adultes autour d'eux. Ils engrangent ce genre de stratégie. Un enfant apprend à être un être humain en regardant les autres êtres humains autour de lui ou d'elle. Ça rend complices les enfants des mensonges de leurs parents, puisqu'elles doivent continuer à y croire, non pas uniquement pour leur plaisir et la magie de Noël, mais pour faire confiance à leurs parents. Ce faisant, elles deviennent complices du mensonge pour leur relation avec leurs parents. Pour la magie, on repassera, vous ne trouvez pas ? Quel rapport avec les secrets de famille, me direz-vous ? Eh bien, les conséquences sont les mêmes. Secrets et mensonges, même combat. Les secrets se transmettent avec les gestes et les comportements et les mots, notamment ceux qu'on emploie pour ne pas en employer d'autres, ainsi que ceux à l'écoute ou à la lecture desquels on tique, on se fige, on s'émeut, se trouble, etc. Du coup, pour ne pas dire par conséquent, alors que pour éviter de prononcer un mot, on en emploie un autre, ce faisant, on le souligne encore davantage. Et pour que le secret tienne, là où les personnes qui le portent vont avoir recours à beaucoup de stratégies, plus ou moins conscientes pour le cacher. Ce faisant, elles le signalent et ça devient une énigme pour leurs enfants, qui se trouvent alors complices d'un secret dont elles n'ont pas conscience, mais qu'elles apprennent à éviter pour maintenir la relation avec leurs parents, selon les modalités qu'ont définies plus ou moins consciemment ces derniers. Et ce faisant, les parents apprennent à leurs enfants que faire des événements douloureux et ou honteux. Pour citer encore Tisseron, celui qui grandit dans une famille à secret n'en est jamais seulement la victime, il s'en fait très vite le complice. Cette culture du secret renforce l'obéissance. Nul n'obéit mieux que celui qui ne sait pas quoi penser. Elle encourage le conformisme et celui-ci cimente en retour l'adhésion de chacun au mensonge dans un cercle vicieux sans fin. Voilà. Bon, si j'ai pris l'exemple du Père Noël, c'est parce qu'il est tellement commun et tellement ancré depuis quelques générations dans notre société et quelques autres. Oui, parce que, en fait, à l'échelle de l'humanité et des sociétés contemporaines, ce n'est pas une norme. On a l'impression que c'est normal, que c'est juste, et que la seule conséquence, c'est la magie. Mais non, la magie ne réside pas là, certainement pas. Et les conséquences ne sont pas anodines. Pour donner du sens à ce qui se passe, aux attitudes incompréhensibles de son ou ses parents, qui surgissent parfois sans crier gare, un enfant va se construire une représentation, pour que ce qui n'a pas de sens en ait, ajoutant ainsi sa part à l'énigme qu'elle tente de déchiffrer plus ou moins consciemment. Les personnes de l'entourage de celle ou celui qui porte un secret et crée une énigme pour les autres n'ont pas la notice.
chacun et chacune faisant ce qu'elle peut avec son histoire et celle des autres dont elle n'a pas le mode d'emploi non plus. Alors voyez le bazar que constituent les relations humaines. On y trouve le plus beau, le plus mystérieux, le plus laid, le plus incompréhensible. C'est une mission impossible. Et on n'a pourtant pas d'autre choix que de tenter de trouver comment être en relation avec les autres et avec soi. Je vais vous parler de Johanna. Johanna a une trentaine d'années, une fille de 3 ans. Quand elle était enfant, Johanna a subi plusieurs fois des attouchements commis par une autre enfant de sa famille, puis adolescente, elle a été violée de nombreuses fois par son beau-père. Quand on entame ensemble un travail, ni sa fille ni son conjoint ne sont au courant. Or, parmi les choses qu'elle a plus ou moins consciemment mises en place pour survivre à cela, Johanna a décidé de ne pas avoir peur pour les gens qu'elle aime. Et quand elle est devenue maman, elle a décidé de ne pas avoir peur pour sa fille. Elle l'encourage donc à essayer toutes sortes d'activités, à rouler vite avec sa trottinette, à grimper plus haut et plus vite au jeu d'escalade du parc à côté de chez elle, etc. Le problème, c'est que ce qui pour elle est un encouragement est plutôt une injonction faite à sa fille, celle de braver tous les dangers et de ne pas avoir peur. Or, sa fille se met régulièrement en danger. Elle court vers les vagues pour se jeter dedans alors qu'elle ne sait pas encore nager. Elle saute d'un muret beaucoup trop haut pour le faire seule. Elle continue de s'avancer vers un chien qui se montre pourtant menaçant, etc. Et face à ces comportements, Johanna se met en colère, lui crie qu'elle est idiote, et lui dit quelque chose comme « Mais tu le fais exprès ou quoi? Tu ne vois pas que c'est dangereux? C'est débile ce que tu fais !» La fille de Johanna, en effet, ne voit pas le danger. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait qu'elle a 3 ans ou qu'elle serait débile, mais avec le fait qu'elle n'a pas le droit de le voir, puisque sa mère attend d'elle qu'elle n'ait pas peur. D'ailleurs, Johanna dit souvent avec fierté de sa fille que c'est une casse-cou qui n'a peur de rien. Mais elle lui reproche justement cela à d'autres moments, laissant la petite fille confuse et désemparée face à ces deux attitudes contradictoires. On pourrait imaginer que Johanna aurait au contraire surprotégé sa fille par crainte qu'elle ne vive ce qu'elle a elle-même subi. Mais les voies de l'inconscient sont mystérieuses et chacun se débrouille comme elle peut pour faire face au traumatisme. Et parfois, les manifestations de ces traumas ne sont pas celles qu'on pourrait attendre. Autre conséquence, les secrets et énigmes familiales ont parfois des retentissements sur la scolarité des enfants. Je ne parle pas ici des conséquences directes d'un traumatisme sur la scolarité quand un ou une enfant vit quelque chose de traumatisant. Je parle des conséquences des énigmes dont ils héritent et dont elles héritent. Quand j'étais prof, j'ai vu plusieurs élèves, petits et grands, de toute culture, bloqués sur certains apprentissages. Je les sentais buggés, je ne sais pas comment le décrire autrement. Tout à coup, c'est comme si elles n'avaient plus accès à leur cerveau. Ce phénomène avait plusieurs origines possibles, du stress, de la fatigue, la peur d'échouer, le désintérêt pour telle matière ou tel exercice, etc. Et l'un à rajouter sur la liste des possibles est celui des secrets et énigmes familiales. J'avais déjà à l'époque l'intuition que quelque chose se passait parfois de ce côté-là, pas tout le temps, mais parfois. Que quelque chose venait barrer l'accès à un apprentissage, qu'il y avait menace à comprendre. Et cela s'est confirmé quand j'ai commencé à travailler comme psy, et que les souvenirs d'école et d'apprentissage, en général des analysantes et analysants, se sont invités en séance. Alors, je vous renvoie notamment, pour celles et ceux que ça intéresse, au livre « Qui a peur des mathématiques ?» d'Anne Sietti. Enfin, et vous l'aurez constaté dans cet épisode et les précédents, les relations à soi bien sûr et aux autres en sont fortement impactées, et ce dès l'enfance. En effet, pour un ou une enfant, il n'est pas question, car pas pleinement possible, de remettre en cause le système familial, de penser vraiment profondément la famille autrement, parce que c'est une question de survie. Les parents, notamment, savent mieux pour lui ou pour elle, et elles ne peuvent pas lui vouloir de mal, quand bien même elles perçoivent que certaines choses ne sont pas justes, pas anormales, ne devraient pas avoir lieu. L'une des conséquences de cela est qu'une personne, une fois adulte, va parfois chercher à recréer cette situation pour justifier ce qu'elle a vécu dans son enfance. C'est à grands traits que je dis cela, car évidemment, chaque histoire et chaque personne sont uniques, donc quand on regarde à la loupe, c'est toujours très complexe, jamais binaire, jamais simple. Mais disons que certaines grandes personnes, comme dirait Saint-Exupéry, vont parfois chercher à remplacer leurs parents par des chefs, des élites, des dieux, un conjoint, une supérieure hiérarchique, un médecin, une psy, etc. C'est-à-dire toutes sortes de figures qui vont jouer ce rôle de la personne qui sait mieux qu'eux et qu'elle est pour eux et pour elle. S'il n'y a pas de désir d'émancipation, la psychanalyse ne conviendra pas. Sauf si on tombe sur un ou une analyse pour qui être le sachant ou la sachante est un enjeu de pouvoir. Bon, et ça, je ne le souhaite à personne. D'autres vont chercher à justifier certaines attitudes de leurs parents en nouant des relations avec des personnes qui ont des comportements similaires et continuer de souffrir plus ou moins de ces derniers. D'autres encore vont renverser la vapeur et faire subir aux autres ce qu'elles ont subi, etc. Sans parler de ceux qui deviennent le patient désigné et portent plus ou moins pour leur famille les manifestations
non seulement du secret, mais de la dynamique plus ou moins dysfonctionnante de celle-ci. Un enfant ne peut pas pleinement remettre en cause la dépendance qui est la sienne vis-à-vis de ses parents. Dépendance normale et multidimensionnelle, affective, physique, émotionnelle, matérielle, financière, etc. Et elle est trop dépendante d'eux sur tous les plans pour pouvoir remettre véritablement en cause, même si encore une fois, dans sa tête, et elle peut très bien percevoir et analyser que telle situation, tel événement, tel comportement n'a rien de juste, que ce n'est pas souhaitable, que c'est néfaste. Et en attendant de trouver de quoi ça parle, quoi en faire, quoi déconstruire, comment reconstruire autrement, et elle fera ce qu'elle peut. Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.